Bonsoir et bienvenue dans ce jeudi de la formation consacré aux anticorps antinucléaires et quand les doser et comment les interpréter. Quelques-unes des questions que va développer notre invité, le professeur Zahir Amoura. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes chef de service de médecine interne à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière Paris, qui est le centre de référence national sur le lupus. Et je rappelle que vous avez dirigé la rédaction du protocole national de diagnostic et de soins de lupus avec tous vos confrères. C'est un travail que vous avez supervisé. Mais tout d'abord, un retour sur les enjeux pour mieux comprendre. Alors, les maladies auto-immunes, ça inquiète quand même beaucoup de monde, y compris beaucoup de nos confrères. Elles sont pas si rares et elles peuvent être graves. D'où l'intérêt, bien sûr, de ne pas traîner et de les diagnostiquer quand même assez tôt, en particulier pour des maladies comme le lupus. On a beaucoup de demandes d'anticorps antinucléaires et il y a quand même un problème constant et récurrent, c'est le taux de positivité. On nous indique des taux de positivité qui sont souvent à 1/40e, alors que vous, 1/40e, c'est pas des choses qui vous paraissent être légitimes? Non, c'est probable. Ça, c'est un taux négatif, un 40e. Quand on prend des sujets jeunes sains, on doit être strictement au-dessus de 1 sur 80, donc à partir de 1 sur 160. Donc ça veut dire que le sérum est dilué 160 fois pour conserver la positivité. Et on trouve des positivités des anticorps antinucléaires chez des personnes normales. Dans quel pourcentage de cas, au fur et à mesure? On a beaucoup parlé des femmes, et en particulier des femmes au-delà d'un certain âge, où ils peuvent être assez fréquents. Oui, alors après 60 ans, je vous dis, c'est à peu près 5% de la population des sujets sains. On peut trouver des taux d'anticorps antinucléaires entre 1 sur 160, 1 sur 320. Et puis également dans les familles, dans les apparentés, des gens qui ont des maladies auto-immunes systémiques, sans que ce soit forcément un marqueur d'une maladie qui va se déclarer. C'est pas rare, ça va jusqu'à 10% de la population des apparentés de sujets ayant une maladie systémique. Et puis on peut voir ça avec quelques maladies et des médicaments? Oui, c'est pas rare du tout au cours de certaines infections virales, notamment les infections virales chroniques. C'est fréquent dans le VIH, par exemple. Dans le sida, c'est pas rare du tout. Et c'est pas du tout un marqueur de maladie auto-immune. Et puis, il y a certains médicaments qui génèrent l'apparition de ces anticorps sans qu'ils soient associés avec une pathologie. C'est le cas des bêta-bloquants, c'est le cas de certains antibiotiques comme certaines tétracyclines ou des anti-TNF, par exemple. Et donc, les anticorps antinucléaires, vous diriez que c'est des anticorps très sensibles, mais dont la spécificité est dépendante du contexte clinico-biologique? Alors, la spécificité des anticorps antinucléaires, elle est assez mauvaise. C'est un test de dépistage. Donc, c'est un test qui vaut beaucoup par son caractère négatif. C'est quand c'est négatif, on est relativement tranquille, donc on peut éliminer, ou ça dépend quand même du contexte clinique, mais on peut être relativement rassurant quant à la présence d'une maladie systémique. Attention, c'est de la médecine, c'est pas jamais du 100%. Donc la spécificité, elle n'est pas très bonne. Et c'est un test dont la sensibilité va dépendre du seuil que vous allez retenir pour dire que c'est positif. C'est pour ça qu'il faut faire très attention avec ce seuil. Et ça, on est à peu près d'accord pour penser que c'est au-dessus de 80. Donc à partir de 1/160 et d'un tableau clinique, on s'inquiète et éventuellement on vous adresse les malades si on est limité. Merci, nous allons voir maintenant comment faire en pratique. Alors, on voit qu'on a des anticorps antinucléaires qui sont donc très sensibles, un test de dépistage, vous l'avez dit, mais par contre, pour faire le diagnostic de maladie auto-immune, il ne faut pas raisonner n'importe comment, c'est-à-dire que, en pratique, vous les cherchez comment? Est-ce que vous les cherchez quand il y a des situations à risque, ou est-ce que vous les cherchez uniquement s'il y a un tableau qui est déjà cliniquement évocateur? En fait, ça repose bien sûr sur le tableau clinique. Vous avez des manifestations articulaires, des manifestations cutanées, certaines inflammations des séreuses, péricardite, pleurésie. Chez un sujet jeune, souvent une femme en âge de procréer. Donc là, on va faire la recherche dans ce contexte-là. Ça ne sert à rien de la faire parce qu'on ne sait pas ce qu'a le malade, par exemple. Parce que là, on risque de se retrouver avec des anticorps
dont la spécificité est nulle, sans avoir de maladie auto-immune. Et là, on va partir dans des recherches qui déboucheront pas sur grand-chose. Et alors, vous nous avez dit 160, mais si on voit arriver quelqu'un avec des taux qui sont beaucoup plus élevés, 1280 ou un truc comme ça, est-ce que ça a une signification quelconque pour vous? Alors, 1280, c'est très rare dans la population générale. Et c'est vrai que là, on peut se retrouver dans une situation où on va être vigilant quant à l'apparition d'une maladie auto-immune. Alors, soit on a un tableau clinique qui est certain, bien défini, et ça nous permet de porter un diagnostic, soit c'est quelque chose qui a été très bien montré par une étude américaine. Quand on prend les vétérans aux États-Unis, ils ont donné leur sang des années avant. Et en fait, en suivant les prises de sang de manière répétée, on s'est rendu compte que les anticorps, et notamment les anticorps antinucléaires, apparaissaient des années avant l'apparition de la maladie, l'apparition des symptômes. Donc on peut se retrouver dans une situation où on va avoir des anticorps antinucléaires positifs, mais sans manifestation absolument spécifique permettant de porter un diagnostic. Et nous, c'est des malades qu'on voit une fois par an, par exemple. On vérifie et les patients savent qu'ils peuvent nous contacter s'ils ont des symptômes. Donc on leur dit en gros les grandes têtes de chapitre. Il faut que ces symptômes soient durables. Et on fait le point avec le patient une fois par an pour vérifier que on n'a pas l'apparition d'une maladie auto-immune. Ça, l'intérêt de ça, c'est qu'on va faire le diagnostic de manière beaucoup plus précoce. Et donc, si on commence avec le cas des anticorps antinucléaires positifs, donc on utilise ces anticorps dans un contexte clinique évocateur, ce que vous nous avez dit. Si on a une probabilité, donc on va dire clinique et biologique pré-test, pré-anticorps antinucléaires élevés, il faut vous envoyer les malades directement en consultation spécialisée ou il faut demander d'autres anticorps avant? Ça dépend bien sûr de la maladie auto-immune, mais globalement, c'est vrai que les maladies auto-immunes systémiques, il vaut mieux faire valider les signes cliniques. L'éruption cutanée, c'est pas anodin. Dans le lupus, il y a plein de diagnostics différentiels. C'est pas simple de porter le diagnostic d'une éruption cutanée vraiment liée au lupus, par exemple. Les manifestations articulaires, ça vous le savez, il faut qu'elles soient quand même semi-chroniques ou chroniques. Et donc, c'est vrai que c'est bien de voir le patient relativement tôt. En plus, ça permet de faire de la recherche de certains anticorps qui ne sont pas disponibles partout en ville. Il y a des anticorps un peu spécialisés qui sont faits dans certains hôpitaux ou dans certains laboratoires de recherche. C'est bien de voir le patient le plus tôt possible. Mais pas que sur la base des anticorps antinucléaires, j'insiste. Il faut qu'il y ait un contexte clinique évocateur. Et si on a des anticorps antinucléaires positifs, qu'on a reçu des anticorps antigènes nucléaires solubles, à ce moment-là, on a différents types de spécificités. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous vous orientez en fonction des... Parce que souvent, les manifestations peuvent être un syndrome inflammatoire, quelques douleurs articulaires, certes chroniques, et puis peut-être la notion d'éruption qui ont disparu avec quelques myalgies. À partir de là, le tableau n'est pas non plus il n'oriente pas beaucoup vers une maladie en particulier. Donc, à ce moment-là, vous vous appuyez sur la spécificité des antigènes nucléaires solubles? Alors, il y a deux têtes de chapitre. La première, c'est que, comme je vous l'ai dit, le laboratoire il recherche certains antigènes nucléaires solubles, mais il vous dit juste s'ils sont positifs. Et il recherche aussi les anti-ADN. Et là, on est dans la catégorie schématiquement du lupus ou du syndrome de Gaucher-Jogren. Et puis, il y a d'autres antigènes nucléaires solubles qu'on peut voir dans des maladies comme le lupus, qu'on peut voir dans d'autres maladies comme la sclérodermie, par exemple. Donc là, il faut faire la recherche spécifique de ces anticorps. Donc, une fois encore, c'est important de voir le patient assez tôt pour valider certains signes cliniques décrits par le médecin généraliste et puis également aller à la recherche d'autres signes cliniques qui peuvent passer inaperçus si on ne les connaît pas. Et donc, par exemple, ce qui sont testés assez facilement, on a les anti-SM, les anti-RNP, les anti-SSA et anti-SSB, on a le SL70 et on a le JO1 dans certains panels qui nous sont proposés lors du retour de l'examen. Comment vous utilisez ces différentes spécificités antigènes nucléaires solubles? Alors, SM, c'est Smith. C'était le nom de la première malade chez qui on a décrit ces anticorps. Et donc ça, c'est très spécifique du lupus. C'est pas très sensible parce qu'il y a 20-30% des patients qui ont ces anticorps. Donc quand on a ça, c'est vrai que là, pour le coup, quel que soit le contexte clinique, il faut qu'on voit le patient.
parce que c'est vraiment des antigènes, des anticorps de forte spécificité. Anti-SCL 70, ça c'est pour sclérodermie 70, donc c'est ce qu'on voit dans la sclérodermie systémique diffuse. Donc quand même, il y a un aspect clinique évocateur, souvent avec une atteinte pulmonaire. Et puis il y a une autre forme de sclérodermie qui est plus localisée, et là on a des anticorps qu'on appelle anticentromères. Donc, et souvent, et la plupart du temps, les deux sont exclusifs l'un de l'autre. Donc là, c'est pareil, il faut qu'on voit le patient, c'est des anticorps de forte spécificité, ça aussi. C'est pareil pour les anticorps anti-JO1. JO1, c'est ce qu'on appelle une synthétase. C'est elle qui traduit l'ARN messager au sein du ribosome, qui transforme ça en protéines. Et donc, on a plusieurs, en acides aminés, pardon. Et donc, on a plusieurs synthétases. L'histidyl RNA synthétase, c'est JO1. Et ça, c'est vrai que c'est très souvent évocateur d'un syndrome particulier qui se rapproche de ce qu'on appelle les myosites. Donc, il faut aller à la recherche des signes musculaires qui peuvent parfois passer inaperçus. Le déficit musculaire, il faut doser les enzymes musculaires, les CPK par exemple. Et donc là, c'est pareil, faut que le patient soit référé à un médecin qui connaît bien ces pathologies. SSA, SSB, donc c'est plutôt le Sjögren? Alors SSA, SSB, c'est plutôt le Sjögren. Leur spécificité est correcte, mais sans plus, parce qu'on les voit dans d'autres maladies auto-immunes qui sont parfois associées au Gougerot, mais parfois pas associées au Gougerot. C'est le cas du lupus, c'est le cas de la sclérodermie, c'est le cas par exemple de la polyarthrite rhumatoïde, comme vous le savez, quoi. Donc on peut avoir des anticorps anti-SSA sans qu'il y ait forcément de syndrome de Gougerot. Mais on est dans un contexte de maladie auto-immune systémique quand on a des anti-SSA. Ils ont une autre importance, les anticorps anti-SSA, c'est pendant la grossesse. Ils traversent la barrière placentaire et dans un cas sur 100, ils peuvent provoquer un bloc auriculo-ventriculaire chez l'enfant. Donc c'est important de le savoir s'il y a des anticorps anti-SSA, s'il y a une grossesse. Alors deux autres anticorps. D'abord le anti-RNP, est-ce que vous en faites aussi quelque chose? Oui, anti-RNP, c'est ribonucléoprotéines, donc c'est de l'ARN associé avec un complexe protéique un peu particulier. Ces anti-ribonucléoprotéines, donc il y en a plusieurs types. Certains sont associés plutôt au syndrome qu'on appelle syndrome de Sharp, qui est en fait une connectivite mixte, c'est-à-dire qu'il y a des symptômes qui sont des symptômes à la fois de la PR, du lupus ou un petit peu de la sclérodermie, et surtout, c'est des maladies qui évoluent plutôt favorablement. Il y a très rarement une atteinte rénale dedans. Donc les anti-U1-RNP, U1 c'est l'ARN, puisqu'il y a différents sous-types, c'est un peu technique, pardon, mais U1-RNP, c'est vrai que c'est assez associé. Mais on voit les anti-RNP aussi dans le lupus. Donc là, vous voyez, on est dans un contexte de maladie systémique, ça c'est à peu près sûr, avec ces anticorps-là. Laquelle, donc ça, faut que le patient voit quelqu'un qui connaît ces maladies-là. Alors un anticorps important dont on n'a pas encore parlé, c'est l'anticorps anti-ADN. Est-ce que c'est un anticorps antigène nucléaire soluble ou est-ce que c'est différent? Est-ce que la technique de recherche est la même que l'immunofluorescence qu'on utilise couramment en ville ou est-ce que c'est autre chose? Et puis troisièmement, si j'ai bien compris, il y a deux types d'anticorps anti-ADN. Oui, on va commencer par ça, c'est-à-dire il y a les anti-ADN simple brun, on va les oublier, ils ont une très mauvaise spécificité et souvent les tests sont de mauvaise qualité. Et puis il y a l'ADN qu'on a au sein de nos cellules, l'ADN biquaternaire, double chaîne ou natif. Tout ça, ça veut dire la même chose. Cet ADN, en fait, il a une répartition homogène, donc il donne plutôt une fluorescence homogène sur le test de dépistage. Ça, c'est important. Et puis, il y a plein de techniques différentes pour les mettre en évidence. Et en fonction de la technique, on a une sensibilité, une spécificité qui est différente. Il y a un test qui porte le nom de la personne qui l'a décrite, c'est ce qu'on appelle le test de FAR, F-A-2-R. Et en fait, on prend de l'ADN qui est marqué au phosphore 32 et qui est en phase liquide, donc il prend la conformation qu'il a au sein des noyaux. Donc avec ça, vous allez dépister des anticorps qui reconnaissent l'ADN quand il est dans votre noyau, donc qui ont une forte spécificité. Et ce test-là, quand il est positif, c'est vrai qu'il est assez évocateur de lupus, il a une forte spécificité. Mais il y a d'autres tests qui sont des tests beaucoup plus simples, où on prend de l'ADN qu'on met schématiquement sur une plaque, on va avoir une forme qui ne correspond pas forcément à celle qu'il a naturellement. Et donc, vous pouvez dépister des anticorps qui ont une mauvaise spécificité, quoi. Et donc, c'est ou pas associé à un diagnostic de lupus. Et donc, c'est un anticorps important qu'il faut rechercher systématiquement si les anticorps antinucléaires sont positifs à un taux élevé? Alors,
Ça peut pas être systématique parce que, par exemple, l'utilisation dans le test de phare, le phosphore 32, ça justifie des autorisations, donc ça se fait que dans certains laboratoires. En revanche, les laboratoires en ville ont leur propre test, et si vous avez, par exemple, une fluorescence homogène sur le test de dépistage, ils vont faire spontanément la recherche d'anti-ADN par un test de leur choix. Donc il faut savoir quelle est la technique avant de dire que c'est vraiment positif, quoi. Il y a des tests très sensibles. Alors, il y a aussi une situation qui est assez fréquente. Vous aviez un tableau clinique biologique pré-test qui était assez évocateur. Les anticorps antinucléaires sont positifs. Les anti-ENA sont revenus positifs. Vous avez donc établi un diagnostic, que ce soit un diagnostic de lupus ou d'autres choses. Et à partir de là, est-ce qu'il faut continuer à surveiller le taux des anticorps antinucléaires, comme on pouvait le dire à une certaine époque, en même temps que, par exemple, dans un lupus, le complément ou la protéinurie? Stricto sensu, comme c'est un test de dépistage, les anticorps antinucléaires, c'est un test qui sert au début de la maladie. Donc, il y a peu d'intérêt à les répéter. La maladie n'est pas plus grave parce que vous avez les anticorps antinucléaires. Je rappelle, c'est un test de dépistage. Donc, c'est un test qui va rechercher tous les anticorps qu'on peut avoir contre le noyau et même contre le cytoplasme. Donc, c'est une espèce de regroupement d'anticorps. Donc, la validité de la répétition des tests est très mauvaise. Il y a beaucoup de gens qui le font quand même. En revanche, il y a certains anticorps dont on sait que leur présence, leur modification dans le temps peut être associée avec l'évolution favorable ou défavorable de la pathologie. C'est jamais du 100%. Hein. Le côté biomarqueur qui est le Graal de beaucoup de personnes, ça marche pas. Hein. C'est-à-dire que, bon voilà, il y a toujours des exceptions. C'est de la médecine, c'est la vraie vie. Hein. Mais il y a des tendances, il y a des grosses... les anti-ADN avec un test très spécifique, on n'aime pas les voir augmenter avec le temps, avec le test de phare, par exemple. Parce qu'on sait que le système immunitaire est en train de bouger, si je puis dire, et donc on se dit qu'il peut y avoir des manifestations qui peuvent apparaître. Et alors, si on a un tableau clinique qui n'était pas, quand on regarde a posteriori, très, très évocateur, qu'on a des anticorps antinucléaires qui sont positifs sans spécificité anti-ENA, ça rejoint le cas de ce que vous nous avez dit tout à l'heure. S'il y a un taux minime, on en fait quoi? Et s'il y a un taux élevé, on les surveille? C'est ce que vous avez dit? Schématiquement, c'est ça, oui, bien sûr. Alors, ça va dépendre, bien sûr, de ce qu'on appelle des symptômes cliniques plus ou moins évocateurs. Donc là, c'est là aussi où ça peut être intéressant d'avoir l'avis d'un spécialiste qui va valider ou pas la spécificité des symptômes cliniques, donc il va associer ça à la positivité des anticorps. Puis une fois encore, l'interrogatoire, c'est important de vérifier. Hein. Parfois, on a des anticorps qui apparaissent et qui persistent longtemps après la prise de certains médicaments. Donc c'est intéressant de savoir si les gens n'ont pas pris un antibiotique pour une bronchite, qui a pu générer des anticorps comme ça, qui parfois disparaissent, parfois se maintiennent avec le temps, on ne sait pas bien avec les médicaments, et n'ont pas de caractère pathogène, par exemple. Et alors, à l'inverse, quand on a des anticorps antinucléaires qui sont négatifs et qu'on est à peu près... au plan clinique, on était quasiment certain d'avoir un lupus. Ils sont négatifs, ces anticorps antinucléaires. Qu'est-ce qu'on fait? On les refait pour les contrôler ou on considère qu'on s'est trompé? Non, c'est ce que vous dites, c'est une question qui est très importante. C'est pas très fréquent, heureusement, et ça dépend après de la spécificité des symptômes cliniques. Si on est sûr des symptômes cliniques, ça peut amener au diagnostic de la maladie, pour le lupus par exemple. Et je vous rappelle que les critères qu'on a, c'est des critères de classification. Et avant, c'est ce qu'on appelait les lupus séronégatifs, c'est-à-dire des lupus qui n'avaient pas d'anticorps antinucléaires. Bon, pour être très franc, dans mon expérience, c'est très très rare, c'est assez exceptionnel. Dans d'autres maladies auto-immunes systémiques, on a tout un pan de malades qui n'ont pas forcément d'anticorps antinucléaires. Donc ça, dans ces situations-là, c'est beaucoup moins rare que dans le lupus. Et donc en particulier, dans le Sjögren, c'est ça? Ou dans le syndrome des antisynthétases, on peut avoir des spécificités anti-ENA avec des anticorps antinucléaires qui sont négatifs? Alors, le syndrome des antisynthétases, non par définition, puisqu'il faut un anticorps antisynthétase. En revanche, tout à l'heure, je vous ai dit que JO1, c'est l'histidyl RNA synthétase, et il y a plein de synthétases. Il y a une synthétase par acide aminé. Donc, tous les laboratoires ne recherchent pas les anticorps dirigés contre toutes les synthétases. Donc, on peut avoir artificiellement des syndromes des antisynthétases sans anticorps antisynthétase. Donc, on peut avoir un aspect particulier sur la fluorescence
en dépistage. Une recherche d'anticorps anti-GO1 négatifs. Maintenant, il y a quelques antisynthétases qui se recherchent en pratique courante aussi. Mais on peut ne pas avoir recherché l'anticorps dirigé contre la synthétase. Donc là aussi, c'est la clinique qui va primer, quoi. Merci. Pour finir, quelques éléments pour aller plus loin. Alors, donc, les anticorps antinucléaires positifs et aucune spécificité anti-ENA, est-ce que, malgré tout, vous pouvez poser un diagnostic, par exemple, d'une maladie comme le lupus, s'il y a d'autres critères qui sont présents? Si la clinique est évocatrice, oui. Oui, c'est possible. Et est-ce que c'est valide pour d'autres maladies systémiques, que ce soit le Sjögren ou que ce soit d'autres symptômes? Oui, ça existe. Dans le Sjögren, c'est pas une situation rare. Ça existe dans la sclérodermie, ça existe, on en a parlé, dans les myosites auto-immunes. Contrairement au lupus, où c'est vraiment une maladie où on sait que les débris nucléaires sont nécessaires à l'enclenchement de la pathologie, dans d'autres maladies, on a plutôt l'impression que c'est des marqueurs associés. Donc, on peut avoir des sous-types de sclérodermie, des sous-types de Sjögren sans anticorps dirigés contre les noyaux contre les composants des noyaux cellulaires. Et à l'heure actuelle, donc, dans votre démarche diagnostique avec les anticorps antinucléaires, est-ce que c'est suffisant pour ce dont vous avez besoin, ou est-ce que vous diriez que vous avez des attentes qui sont non satisfaites vis-à-vis des biomarqueurs de ces maladies auto-immunes? En fait, ce qu'on recherche de plus en plus, c'est des tests spécifiques d'une maladie donnée. Donc ça, c'est pas du tout le rôle des anticorps antinucléaires. Comme vous l'avez compris, c'est un test de dépistage, donc c'est pas du tout la spécificité qu'on souhaite. Non, chaque année, il y a des anticorps qui sont développés avec des cibles antigéniques particulières et qu'on essaye plus ou moins d'associer avec soit une maladie donnée, soit une forme clinique d'une maladie donnée. Par exemple, on disait dans la sclérodermie qu'on avait des anticorps anti-STL70, on avait plus souvent une atteinte pulmonaire associée. Donc c'est ce qu'on essaye d'utiliser les biomarqueurs, donc soit pour le diagnostic de la maladie, soit pour le diagnostic du sous-type, du phénotype de la maladie. Et est-ce qu'il y a des perspectives qui se dessinent, que ce soit sur des anticorps ou sur d'autres biomarqueurs qui vous permettraient d'aller plus loin dans les diagnostics? Une fois encore, on essaye d'aller dans la même chose, c'est-à-dire c'est des outils d'aide au diagnostic. Donc plus on peut les développer, plus on peut accroître leur sensibilité ou leur spécificité, leur corrélation avec l'évolution sur le long terme ou l'apparition, par exemple, d'une atteinte rénale dans le lupus, plus c'est intéressant. Ça existe dans le lupus, il y a certains anticorps, quand on les a, on sait qu'il y a un risque plus important de développer une atteinte rénale, quoi. Mais une fois encore, il faut nuancer à chaque fois. C'est pas j'ai les anticorps, je vais faire l'atteinte rénale. On est en médecine, donc c'est des risques, c'est de la probabilité, de groupe. Alors, au terme de cette émission sur les anticorps antinucléaires et les bonnes pratiques de leur dosage, c'est quoi votre message pour vos confrères? Le message, c'est toujours le même. C'est un test de dépistage, donc il doit partir d'un corpus de données cliniques solides. Et on fait la demande quand on a en tête la possibilité d'une maladie auto-immune systémique. On ne fait pas la recherche d'anticorps parce qu'on ne sait pas ce qu'a le malade et que peut-être ça pourrait être un lupus. Ça ne marche pas et ça donne vraiment soit des surdiagnostics, soit surtout ça entraîne le patient dans un cortège d'examens, de consultations médicales qui sont indus et qui ne font qu'aggraver son angoisse. C'est un test biologique, donc il doit être associé à de la clinique évocatrice, quoi. Merci beaucoup. Pour revoir nos émissions, il suffit d'aller sur le site de Fréquence Médicale pour les émissions les plus anciennes et je vous dis à bientôt pour une prochaine émission.